Et nous nous retrouvons pour la suite de cette émission. Deuxième sujet, toujours le Niger. On reprend les propos de Laurent Gbagbo. La CEDEAO doit être remplacée car elle a échoué. Nous sommes toujours avec Laurent Gbagbo. Dieu donne ses nous. Oui, je le disais tantôt, je ne peux pas remettre en cause ce que ce vétéran de la politique a dit ou alors vient de dire. C'est exact et c'est ce que d'ailleurs tout le monde pense. Peut-être remplacer serait peut-être trop dire, mais refonder. Refonder peut-être. Voilà ce que moi je préconiserais. Toutefois, Laurent Gbagbo, la CEDEAO a échoué. En tout cas, la CEDEAO a échoué. Je vous rappelle, c'est une mission de la CEDEAO depuis sa création en 1975. Alors, c'est de promouvoir la coopération économique et le développement dans la région Afrique de l'Ouest, favoriser l'intégration régionale entre les pays membres, renforcer la stabilité politique et sécuritaire dans la région, promouvoir la coopération culturelle sociale entre les pays membres et donc favoriser la coopération technique scientifique entre les pays membres, faciliter la libre circulation des personnes, des biens, des services entre les pays membres. Écoutez, en fonction de toutes ces missions, et lorsque nous considérons aujourd'hui tout ce qui se passe dans la sous-région, où est-ce que vous voyez exactement l'illustration de la CEDEAO répondant à ces missions? Ne serait-ce que la libre circulation des personnes et des biens dans la sous-région ouest-africaine. C'est tout un lot de problèmes. La CEDEAO n'a pas réussi. Oui, elle a essayé un certain nombre de choses. Ça, on la félicite. Mais réussir fondamentalement cette mission, ce n'est pas encore acté sur le continent. Et donc la CEDEAO a échoué à ce niveau. Favoriser les rencontres scientifiques, culturelles. Alors, toutes ces missions-là, on ne les retrouve pas aujourd'hui dans la sellette avec la CEDEAO. Donc, dire que la CEDEAO a échoué, je pense que ce n'est pas trop dit. On voit et on entend parler de la CEDEAO aujourd'hui beaucoup plus lorsqu'il y a coup d'État dans un pays. Alors que la CEDEAO n'est pas là que pour ça. La CEDEAO, c'est pour le peuple, c'est pour la vie paisible du peuple, c'est pour la sécurité du peuple. Nous voyons aujourd'hui le continent africain, à cause des comportements de certains de l'autre côté, ont créé des zones d'insécurité qui envahissent d'ailleurs le continent africain. Mais la CEDEAO n'est pas encore là pour mettre en place une force pouvant agir contre cette insécurité, le terrorisme qui ravage nos pays aujourd'hui. Où est-ce qu'on voit la CEDEAO pour jouer sa mission sécuritaire dans la région? On ne la retrouve pas. Mais lorsque un mouvement emporte un intérêt, la CEDEAO sera prête à intervenir, même par la force, comme ce que nous sommes en train de vivre actuellement. Donc, dire qu'il faut remplacer ou alors refonder la CEDEAO, je pense que je suis d'avis, Laurent Gbagbo a bien vu et il a bien dit. Ibrahim Acha, la CEDEAO a échoué, il faut la remplacer, vous pensez également? La CEDEAO politique a échoué. La CEDEAO politique. Vous convenez avec moi que... Il y a la CEDEAO politique. Non, il y a la CEDEAO. Il y a la CEDEAO des peuples et la CEDEAO politique que nous appelons le plus souvent le syndicat des chefs d'État. Donc, lorsque un de leurs est en difficulté, va de soi qu'il vaut son secours, il faut aller le sauver. Donc, c'est cela qui se pose. Oui, c'est la CEDEAO politique qui a échoué. Sinon, la CEDEAO a échoué en ce sens que il y a des mécanismes d'alerte. Quand vous prenez les tests de la CEDEAO, mais il y a des mécanismes d'alerte précoces en matière de gestion des crises. Il y a des mécanismes aussi par rapport aux problèmes sécuritaires. Il y a des mécanismes par rapport à la souveraineté nationale au niveau des pays, l'organisation des élections. Vous voyez les observateurs de la CEDEAO qui débarquent dans des pays où il y a des élections vraiment truqués, des tripatouillages de la Constitution, des hold-up électoraux, mais la CEDEAO est devant, est contemplative et n'arrive même pas à broncher. Et pourtant, c'est des situations préoccupantes. C'est des situations qui impactent la vie des populations. C'est des situations qui mettent à genoux les efforts d'enracinement démocratique auxquels tous les États de la sous-région ont souscrit. Donc, si la CEDEAO politique doit être contemplative de tout ce qu'il y a comme situation politique ou bien situation constitutionnelle dans les pays et ne peut pas agir, mais on doit comprendre par là que la CEDEAO a échoué sur ce plan. Mais en revanche, il y a des situations dans lesquelles la CEDEAO s'est bien illustrée. Quand je prends par exemple le côté social, quand je prends le côté énergie par exemple,
La CEDEAO, grâce à ces interventions, on a quand même ce que nous appelons le plus souvent les interconnexions entre les États. Et quand vous parlez de l'électricité au niveau des frontières, il y a eu des branchements qui ont été faits. Et quand vous prenez le côté agriculture, et au niveau de la CEDEAO, et surtout avec sa branche financière, la BIDC, vous allez voir qu'il y a beaucoup de projets qui sont conduits pour le bien et pour le bonheur des populations. Donc il y a beaucoup de choses que la CEDEAO a eu à faire sur le plan socio-économique et intégration et culturelle, bien évidemment, parce qu'il y a des rencontres aussi qui sont organisées pour aller vers un brassage culturel. Il y a des initiatives que la CEDEAO soutient et ça, vraiment, nous sommes admiratifs de tout ce que la CEDEAO fait sur ce volet, mais c'est sur le volet politique que ça ne va pas. Dans les États, il y a la détresse en matière de gestion, en matière de gouvernance. Il y a des autocrates qui sont à la tête des États et qui mettent en mal la démocratie, les principes démocratiques les plus élémentaires dans leur pays. La CEDEAO ne bronche pas. La CEDEAO est là. Et quand vous voyez au niveau de la commission de la CEDEAO, des gens qui commencent déjà par prendre des initiatives et à demander qu'il y ait des réformes ou bien qu'il y ait des actions de la CEDEAO dans des États où la démocratie semble être en difficulté, mais on dit d'attendre le conseil des chefs de l'État. Et quand les chefs de l'État se retrouvent, c'est pour se soutenir. Parce que, en réalité, ceux qui incarnent la CEDEAO, ces chefs d'État, pour la grande partie, ils sont en difficulté avec les principes élémentaires de la démocratie. Bosoleil Obekou, la CEDEAO a-t-elle échoué et faut-il la remplacer? Non, au fait, quand vous prenez ce que Dieudonné vient de dire, et Ibrahim, et là aussi confirmé, et au fait, ce n'est pas, on ne doit pas parler d'un remplacement d'abord. Si on parle d'un remplacement et les autres sont d'accord, je suis d'accord avec les autres, c'est parce que le ton avec lequel Laurent Gbagbo a parlé de l'échec de la CEDEAO, c'est ce qui l'amène à dire qu'il faut un remplacement. C'est la suite logique. Je ne suis pas d'accord avec lui parce que quand on ne peut pas parler de l'échec à ce point pour le remplacement de cette CEDEAO-là, qui est un regroupement salutaire aussi pour la sous-région. Oui. Et la CEDEAO, les gens quand même qualifient au niveau de par le monde ce regroupement-là, sur le plan économique, sur le plan social, comme Ibrahim Acha vient de le dire. Et sur cet angle-là même, et avec tout ce que la CEDEAO représente pour ces pays membres et les peuples qui constituent ces pays membres-là, je crois que la CEDEAO est plutôt à encourager. Il faut des réformes, vraiment. Là où ça ne va pas, il faut quand même corriger. Mais sur le plan politique, la CEDEAO, n'oublions pas qu'au départ, c'est une communauté économique. Oui. Les chefs d'État, les pionniers de la CEDEAO ont pensé d'abord à l'intégration économique, à l'intégration économique et sociale. Et Dieudonné vient de le dire, au niveau de l'intégration, on ne peut pas parler de l'échec en tant que tel. Il est vrai que l'objectif n'est pas encore atteint, mais on ne peut pas parler de l'échec. En ce sens qu'un Togolais peut quitter aujourd'hui, traverser le Bénin et aller faire des affaires au Nigeria et revenir le même jour. Donc, ça quand même, c'est extraordinaire. C'est un exemple parmi tant d'autres pour dire que la CEDEAO, quelque part, a quand même pacifié cette intégration-là où on ne peut pas, vous ne pouvez pas arriver au Bénin et quelqu'un braque les fusils contre vous pour dire que non, vous venez du Togo, allez retourner, on ne vous veut pas ici. Tout ça là, c'est pour dire que quand même, c'est l'intégration au niveau sous-régional a réussi, ça marche bien, mais c'est au niveau de l'application là qu'il faut revoir certaines choses, de telle manière que les gens, il y a des entraves à cette application de l'intégration sociale et économique de la CEDEAO. Des fois, ça provient même des personnes, des personnes qui incarnent même ces principes-là. Sur le plan politique, nous devons nous rappeler d'une chose. La CEDEAO, ce regroupement, un regroupement régional ou sous-régional n'enlève pas la souveraineté d'un pays. Tout à fait. Et ça, sur le plan politique, mais c'est quand même un peu sensible et de pouvoir appliquer les principes les principes à la lettre. Lorsqu'il y a un problème au niveau interne, mais la CEDEAO ne peut pas intervenir d'une manière fracassante
pour dire que non, la CEDEAO ne remplace pas cette souveraineté, ne remplace pas les constitutions des pays. Oui. Alors, c'est ce qui fait qu'il y a quand même ce problème-là. Oui, justement. Apparemment, c'est le cas des colons au Niger. Ouais, non, pourquoi oui, justement, parce que Laurent Gbagbo l'a effleuré dans ses propos. Il évoquait la crise post-électorale en Côte d'Ivoire à l'époque, où on disait que c'était un problème ivoiro-ivoirien, qu'il fallait le laisser gérer, mais qu'aujourd'hui au Niger, on ne trouve pas que c'est un problème nigéro-nigérien et qu'on veut intervenir. Est-ce que là, il n'y a pas une double manière de faire la lecture? Ce que je reproche souvent à nous, Africains, c'est qu'on se réfère toujours au passé pour dire il y a eu ça, il y a 10 ans, pourquoi on n'a pas agi? Pourquoi on agit aujourd'hui? Mais il faut évoluer. C'est parce qu'il y a eu ça. C'est parce qu'il y a eu ça. Donc, vous voulez dire qu'on doit reconnaître que ce qui avait été fait en Côte d'Ivoire était une erreur qu'il faut corriger maintenant? Je ne dis pas de corriger quelque chose. Peut-être que c'est une erreur, peut-être que ce n'est pas une erreur. Ça dépend. Alors, si ce n'est pas une erreur... je dis que ça dépend des acteurs internes. Sur le plan politique, ce n'est pas aussi facile d'agir à l'intérieur d'un pays. Et je l'évoquais tout à l'heure, je disais qu'au départ, la CEDEAO est une communauté économique et sociale. C'est par la suite, quelques années, que les gens commencent par dire que non, il faut que la CEDEAO voit aussi au niveau politique les problèmes internes, les élections, tout ça, la démocratie. Et la CEDEAO était obligée d'intégrer ces problèmes politiques-là à ses principes. Mais au fait, lorsqu'il y a une élection, même dans un pays, et que deux personnes ce n'est pas bien géré, se disputent les résultats, tout ça, et que ça finit par des coups de feu, c'est ça aussi la précision? C'est ça aussi. Ben, la CEDEAO est toujours intervenue pour essayer d'instaurer un dialogue entre les protagonistes. Il y a eu ça au Togo, il y a eu ça en Côte d'Ivoire. Quand vous avez cité le cas de la Côte d'Ivoire, mais il y a eu ça dans plusieurs pays où la CEDEAO est venue, pas plus tard qu'en 2017. Lorsqu'il y a eu des troubles au Togo, la CEDEAO a proposé le dialogue entre les protagonistes politiques. Et c'est ce qui a eu lieu au Togo. Et ça a contribué aussi à l'apaisement politique dans notre pays. Donc, est-ce qu'il faut... Non, je parle explicitement du cas ivoirien parce que Laurent Gbagbo, qui dit aujourd'hui que la CEDEAO a échoué, qu'il fallait la remplacer, a évoqué justement ce cas en se référant aux événements de 2010-2011, à la suite de l'élection qui a provoqué la crise avec des tirs et toutes les conséquences qu'on connaît, ce qui a conduit d'ailleurs à son petit séjour à La Haye et puis son retour après. Il a évoqué cette dualité de la CEDEAO qui, à l'époque, avait jugé qu'il s'agissait d'un problème interne aux Ivoiriens et qui donc n'avait pas activé, comme vous le dites, les mêmes mécanismes qu'elle active aujourd'hui pour le cas nigérien. Et pourtant, au Niger, on pourrait aussi, sur la base de ce principe qu'on avait adopté en 2011, en 2010-2011, en Côte d'Ivoire, adopter le même principe et dire il s'agit d'un problème purement nigérien, il faut laisser Bazoum et les militaires gérer. Peut-être s'il y a une partie de l'armée qui est toujours pro-Bazoum, et donc elle pourra faire le travail, et pourtant cette partie, peut-être qu'on pourrait estimer à juger bon de ne pas intervenir pour éviter le bain de sang. Oui, au fait, je le disais tantôt que sur le plan économique et social, la CEDEAO a quand même fait des progrès. Ça, nous sommes tous d'accord. Parce que c'était au départ... C'était le principe fondateur de la CEDEAO. C'est par la suite que il y a des voix qui sont élevées pour dire qu'il faut quand même ajouter ce côté politique-là. On vient de le dire, Laurent Gbagbo est un vétéran de la politique, mais Alassane Ouattara ne l'est pas moins. Bien sûr, ni Faure Gnassingbé, ni Macky Sall au Sénégal. Donc ça veut dire que quand Laurent Gbagbo intervient et qu'il évoque 2011, politiquement, on peut savoir qu'il tire le drap vers ce côté, vers son côté, parce qu'il était aussi un acteur. Il se juge victime de cette situation. Il était aussi un acteur de cette crise-là. Effectivement. Donc peut-être un autre acteur pourrait dire le contraire également. Et c'est justement pour ça que je voudrais avoir votre avis. Oui. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a une dualité dans le comportement de la CEDEAO? Non, pas du tout, parce que la dualité, ce qu'on peut reprocher à la CEDEAO, c'est que ce sont ces échecs-là. Lorsqu'il y a quand même un problème dans un pays, et que vous engagez le dialogue, vous n'arrivez pas à trouver
que ce dialogue-là ne réussit pas quelque part. Vous avez aussi, vous êtes, comment vous reprochez de quelque chose parce que vous n'avez pas réussi vous n'avez pas atteint votre objectif. Bon, mais donc je dis que dans ce cas, on ne peut que reprocher les acteurs, les principaux motifs de l'échec de la crise, de la réconciliation, de la médiation au niveau de la Côte d'Ivoire. On ne peut les imputer qu'aux acteurs, y compris Laurent Gbagbo. Il faut pas aux acteurs ivoiriens ou bien aux acteurs de la Côte d'Ivoire. Aux acteurs ivoiriens de la Côte d'Ivoire. Aux acteurs, je voulais dire de la CEDEAO. Aux acteurs ivoiriens, parce que quelque part, quand quelqu'un est médiateur, il propose des choses, il propose des solutions de sortie de crise. Oui. Vous allez voir qu'il appartient aux protagonistes de quand même s'asseoir pour pouvoir discuter et accepter ces principes-là. Mais quand vous êtes médiateur, que vous proposez des choses et que les gens n'acceptent pas, quelque part, vous ne pouvez pas les forcer. Mais je vais mais pourquoi on n'a pas proposé quelque chose aux Nigériens pour dire, bon, oui. Avant de commencer les sanctions, la menace, on vient dire, bon, vous avez fait le coup d'État, comme on l'a vu au Mali, en Guinée, au Burkina, voilà ce que nous proposons avant que, si ça ne marche pas, on brandisse la menace d'intervention militaire. Vous savez, toute organisation marche selon les règles qu'elle s'est faite au départ. Et ces règles-là, c'est clair. Quand il y a coup d'État, on suspend d'abord le pays. Oui. Et il y a des sanctions économiques, tout ça là, à brandir et à appliquer. En tout cas, c'est ce qu'on a vu jusque-là. Oui, c'est ce qu'on a vu jusque-là. Mais on n'a jamais vu la menace d'intervention militaire en même temps. Voilà. Bon, c'est pourquoi j'ai dit tout à l'heure que, quelque part, les précédents du Mali, de Burkina, est-ce qu'on a brandi les sanctions, la menace militaire contre le Mali, non. Contre le Burkina, non. Contre la Guinée, non. Peut-être qu'on a jugé maintenant que c'est à force de laisser et de parler seulement de sanctions économiques, tout ça là, c'est ce qui fait que certains ont quand même ces idées et que au Mali, on n'a rien fait, ça ne décourage pas les gens. C'est pourquoi moi je comprends un peu, dans mes analyses, je comprends la CEDEAO lorsqu'il parle aussi d'intervention militaire. Quoique je ne suis pas d'accord avec cette intervention, mais ça fait partie de ces principes. Si c'est aujourd'hui que ces chefs d'État inventent ça, on allait dire qu'ils ont une autre idée en tête. Mais ça fait partie des principes que le Niger même a adoptés au niveau de la CEDEAO. Puisque cette question aussi suscite débat, est-ce que cela fait réellement partie des principes? Parce qu'on sait qu'effectivement, il y avait une force en attente qui est prévue par la CEDEAO, mais c'est une force de maintien de la paix que nous appelons ECOMOG, selon sa définition, qui est une force de maintien de la paix. Est-ce que c'est une force pour intervenir militairement dans un pays pour libérer un président victime d'un putsch? Vous savez, le débat n'est pas là. Parmi les chefs d'État de la CEDEAO et même la population, le vrai débat, c'est l'intervention militaire va déstabiliser la région. L'intervention militaire n'est pas encore faudrait-il que ce soit prévu par les tests d'abord. Tout ça. Donc, c'est ce qui m'amène à dire que ceux qui prônent le dialogue ont raison. Ceux qui prônent le dialogue ont raison. Ceux qui mettent aussi la pression pour dire que non, parce qu'au départ, la CEDEAO, il n'a pas parlé seulement de l'intervention militaire. Il a prévu aussi le dialogue. Il a envoyé même des émissaires en parlant en même temps de l'intervention militaire qui ne serait qu'en dernier ressort. Ils ont même précisé ça. Ils ont envoyé des émissaires au Niger. Ils n'ont pas été reçus, mais ils ont envoyé des émissaires. Mais actuellement, ceux qui parlent de dialogue comme le Togo, et je soutiens à 100% cette démarche de notre président de la République pour le dialogue au niveau du Niger, c'est qu'ils disent que la solution, l'option du dialogue n'est pas encore épuisée. Il faut quand même poursuivre cette option-là et aller jusqu'au bout du dialogue. Et l'autre principe, c'est que une intervention militaire va déstabiliser la sous-région et ça ne va pas profiter au Niger. Il y aura des morts, il y aura quand même une situation qu'on ne pouvait pas gérer après. Donc tout ça amène les uns les autres à dire que non, il ne faut pas avoir une intervention militaire. Mais cette intervention militaire brandie par la CEDEAO est une pression sur les putschistes. Je termine en disant ceci. Mais tous ceux qui disent autour de cette table
tout le monde a dit le coup d'État, c'est mauvais, on le condamne. Tous les chefs d'État, coup d'État, c'est mauvais, on le condamne. Tous les peuples africains, coup d'État, c'est mauvais, on le condamne. Mais quand on dit aussi que la démocratie a échoué, mais c'est un autre débat qui n'est pas le débat du jour. Mais qu'est-ce qu'il faut remplacer? Qu'est-ce qu'il faut pour remplacer la démocratie? Le coup d'État en Afrique? Non. On n'a jamais si quelqu'un prôné ça. a la force, il prend un président qui fait un coup d'État, par exemple au Niger. Si quelqu'un aussi a la force dans l'armée, il regroupe un groupe là, et ils vont faire coup d'État. Et l'autre là, qui a aussi la force, qui est un peu entouré d'un militaire, il prend les armes, il dépose l'autre. Mais soyons réalistes. Merci la démocratie beaucoup. ou rien, mais on condamne le coup d'État. S'il faut condamner le coup d'État, si on condamne le coup d'État, c'est que les coups d'État ne sont pas bons. Il faut les éviter. Merci. Dieudonné Siwonou, la CEDEAO, faut-il la remplacer? Je l'ai dit tantôt, qu'on ne parlera pas de remplacement, mais plutôt de refondation ou alors de réforme au niveau de la CEDEAO. Le temps ne me suffirait pas. L'honorable m'a donné beaucoup de brèches à saisir. Je voudrais dire que c'est la mauvaise application de cette démocratie dont vous parlez qui entraîne les coups d'État. Et ça, de facto, il faut qu'on comprenne ça. C'est que démocratie et coup d'État, il y a un lien. On aura le temps quand même de revenir là-dessus. Alors, sur le plan socio-économique, nous avons été tous d'accord ici que la CEDEAO a fait quand même des progrès. Des acquis restent maintenant à consolider. Maintenant, la branche politique de la CEDEAO, ayant plutôt le courage de le dire, a échoué. A échoué dans la mesure où vous voyez certaines fois des observateurs de la CEDEAO à chaque scrutin dans des pays membres et qui ressortent malgré des magouilles ou alors des organisations frauduleuses qui sont observées à la barbe, bien évidemment, des observateurs de la CEDEAO. Mais ces observateurs s'arrangent quand même à produire un rapport pour dire, dans tous les cas, les choses se sont bien déroulées avec de petites manifestations par endroits, mais tout a été bien. Écoutez, ils ne sont pas de nature à entacher la crédibilité des élections. Ouais. Chaque fois que ces communiqués sortent pour boucler les scrutins et par après le feu brûle, je veux dire que la CEDEAO a été complice comment dirais-je, en quelque chose comme des violences post-électorales. Maintenant, quoi faire? Quand ces violences arrivent, il faut que la CEDEAO intervienne de façon maintenant beaucoup plus ferme. D'où il faut faire appel à la force de maintien de la paix, non pas la force d'intervention de déstabilisation. Et cette force, malheureusement, a été mise plutôt au garage depuis des années. On n'en fait pas usage. C'est maintenant qu'il y a un intérêt à défendre pour certaines puissances étrangères. Nous le disons et c'est clair aujourd'hui qu'il faut faire tout, il faut actionner tout pour que cette force intervienne, pour changer de manteau et changer de mission. Je rappelle, cela ne fait pas partie de la mission de cette force-là, cette force d'attente qui a pour rôle de plutôt temporiser les choses et maintenir la paix. Venir intervenir au Niger pour quelle paix? Restaurer Bazoum au pouvoir. Et ceux qui sont anti-Bazoum aujourd'hui, ils vont rester les bras croisés. Et alors, bonjour les dégâts. Alors si en cela nous disons que la branche politique de la CEDEAO, n'ayons pas honte de le dire, ou alors peur de le dire, a échoué. Ou alors il faut réformer fondamentalement la CEDEAO. Comment réformer cette branche politique-là selon vous? En l'épargnant de toute ingérence étrangère. Et faire de la politique africaine en trouvant des solutions africaines aux problèmes africains sans tenir compte des intérêts étrangers. Ibrahim Acha, la branche, vous le disiez aussi, que la branche politique a échoué. Comment pensez-vous qu'il faut remédier à cela? Non, pour remédier à cela, il faut, au niveau des États ou bien au niveau de la CEDEAO, harmoniser les tests en matière de démocratie. Quand vous dites que... Est-ce que les tests ne sont pas suffisamment harmonisés? Harmonisés, ça c'est clair. Parce que quand vous dites que, par exemple, dans le principe démocratique, la limitation des mandats, mais que ce soit applicable dans tous les pays, qu'il n'y ait pas des pays qui ne soient pas capables de limiter les mandats, qu'il n'y ait pas des processus électoraux, disons...
taillées sur mesure dans certains pays. La CEDEAO doit veiller sur ça. La CEDEAO doit veiller sur l'exercice même de la société civile, sur le travail que font les organisations de la société civile, je l'ai dit tantôt, le travail, par exemple, comment amener toutes les populations au niveau de la sous-région ouest africaine à pouvoir manifester son mécontentement lorsque ces populations-là se sentent brimées, ces populations-là ne se sentent pas vraiment prises en compte par rapport aux problèmes qui se posent dans leur pays. Donc la CEDEAO doit être avant-gardiste de tous ces maux-là, de tous ces problèmes qui minent la société au niveau de la sous-région et envoyer des missions pour pouvoir discuter avec les chefs d'État des pays où les crises sont déclenchées et voir éventuellement comment proposer des alternatives pour que la société se porte mieux. Mais quand on reste, la situation se dégrade davantage. Et un beau matin, vous voyez des soldats qui font entendre le bruit de bottes et c'est à ce moment qu'on décide de réagir. Mais moi, je me dis que c'est agir comme un médecin après la mort. Et pour le cas d'espèce au niveau du Niger, mais lorsqu'il y a eu coup d'État, vous savez, habituellement, les soldats, il y a des soldats gentils maintenant qui ne trucident pas les chefs d'État, qu'ils déposent. Sinon, de par le passé, s'il y a coup d'État, il y a mort d'homme. Vous comprenez? Est-ce que maintenant, là, on veut donner des idées? Parce qu'avec l'intervention, là, c'est pour aller rétablir Bazoum. Est-ce qu'on veut donner les idées aux militaires? Je ne suis pas en train d'amener les gens vers... suivez bien mon regard, ce que je veux dire par là. Et en dehors de ça aussi, et au niveau du Niger également, vous voyez qu'on veut aller rétablir un chef de l'État qui est censé être gardé par des soldats nigériens. Et on veut aller désintégrer l'armée nigérienne parce que c'est la guerre qu'on veut livrer à l'armée nigérienne. Parce que toute l'armée s'est coalisée et a dit non, nous prenons acte ou bien nous acceptons le principe de coup d'État. Donc Bazoum est devenu has-been. On ne va plus le mettre vraiment en considération dans le champ politique nigérien. Et donc les militaires se sont entendus que c'est comme ça, ça va aller. Donc toute l'armée nigérienne est d'accord avec le putsch. Et c'est en ce moment que la CEDEAO veut s'organiser pour aller écarter tous ces militaires-là. Et bien, si Bazoum est rétabli, qui va garder Bazoum? Ça, c'est le premier aspect. Le deuxième aspect, on dit qu'il y a les terroristes qui menacent les gens, qui créent des situations désespérées dans le Sahel. Et l'armée nigérienne est en train de livrer des combats contre ces terroristes. Jusque-là, la CEDEAO n'a pas trouvé opportun de constituer une force pour aller, ou bien de soutenir l'effort de guerre contre les terroristes au niveau du Niger. Mais la CEDEAO a subitement trouvé des moyens pour envoyer des soldats de la CEDEAO pour aller combattre l'armée nigérienne. Vous voyez comment les choses fonctionnent. Et ça là, quand la population voit ces réalités et comment la CEDEAO est solidaire avec certains chefs d'État qui briment leur population et qui ne disent rien, mais il va de soi que les gens soient vraiment très dérangés par l'attitude de la CEDEAO. Et c'est ce qui amène ces récriminations, c'est ce qui amène le fait que dans certains pays, ou bien la majorité, au niveau de la sous-région ouest africaine, les gens ne sont pas d'accord avec le fonctionnement de la CEDEAO. Mais nous précisons que la CEDEAO, c'est la meilleure, il faut le dire, au niveau de l'Afrique, c'est l'institution sous-régionale qui essaie quand même de travailler comme il se doit. Sauf comment l'améliorer aujourd'hui si c'est la meilleure? Pour l'améliorer, c'est ce que nous disons. Il faut harmoniser les tests. Si c'est la démocratie, puisque nous tous nous convenons que la démocratie, c'est vraiment le mode de gouvernance qui est la mieux imparfaite, si je peux le dire. Donc, qui peut au moins amener les gens à s'entendre sur le minimum, puisque c'est la volonté de la majorité qui travaille là-bas. Vous comprenez? Donc, si on harmonise les tests, entre-temps, il y a eu une initiative pour aller vers la limitation des mandats. Et avec leur protocole additionnel de la CEDEAO sur la bonne gouvernance et la démocratie, c'était dit qu'on va harmoniser. Mais il y a eu des États qui étaient réfractaires à ça. Qu'est-ce que la CEDEAO a pu faire jusqu'alors? La CEDEAO n'a rien fait. Donc, le processus ou bien le mécanisme, qui est très bien parce que c'est un mécanisme précoce d'alerte, un mécanisme qui devait prévenir les crises à venir. Mais la CEDEAO a rangé ça dans le placard. Vous comprenez? Mais pour un président qui est déjà déposé
bon, qui est conjugué presque au Niger au passé, qui fera bientôt un mois, on trouve subitement des ressources, on veut aller sauver ce président pour dire que non, il faut rétablir la démocratie. De quelle démocratie nous parlons? On parle de la limitation des mandats, qui est un principe très fondamental en matière de démocratie. La CEDEAO n'a pas vraiment œuvré, n'a pas lutté, n'a pas ramené ces États-là qui ont refusé de ratifier cela à la raison. Mais maintenant qu'il y a un coup d'État au niveau du Niger, on veut facilement aller là-bas, on trouve les moyens. Il y a des présidents, je suis choqué quand j'entends certains chefs d'État dire qu'ils vont constituer les provisions qu'il faut, même si c'est 3 mois que la guerre là doit durer, et ils sont prêts, ils vont fournir tous les matériels qu'il faut. La précision là est liée au président ivoirien Alassane Ouattara. Il faut que la CEDEAO soit débarrassée de toute influence étrangère aujourd'hui, et donc débarrassée de toute pochette de frustration qu'on impose à la population africaine. C'est les frustrations qui amènent à ces dégâts, à ces dérapages là que nous vivons. Merci beaucoup à vous. Il est temps pour le journal. Nous marquons la pause, puis on retrouve tout de suite après le journal pour la suite de cette émission.